Bienvenue sur E180s, la chaîne YouTube. Chose promise, aujourd'hui je vous propose de vous parler des plus grands classiques de la sneaker culture. Et plus particulièrement de la basket la plus iconique de toute l'histoire de la basket. La pompe des pompes, la godasse de légende par excellence, la seule et unique sneaker qui ferait à la fois rougir de jalousie Cendrillon et sa pantoufle de verre, et Dorothy et ses souliers rouges, la Air Jordan 1 Bread. Avant de vous parler de la bread, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit tour d'horizon, histoire de vous parler des baskets les plus iconiques, histoire de planter le décor et d'évoquer quelques intemporels qui ont fait partie de notre quotidien, qui en font partie aujourd'hui et qui en feront encore partie demain. Comme ça, celui qui n'y connaît rien, ça lui permettra de savoir quel sneaker porter sans avoir trop l'air d'un jeune con, d'un con d'âge moyen ou d'un vieux con. Ah bah avec une de ces paires-là, il aura l'air de tout cela en même temps. On commence par la Converse Chuck Taylor All-Star. C'est avec cette paire que tout a commencé. Oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais il a existé un monde sans basket. Pire, il a existé un monde où il existait des baskets, mais seulement pour faire du sport. Vous vous rendez compte quand même de l'évolution technologique? Au début du XXe siècle, on en était là, quoi. De se dire qu'on serait plus à l'aise pour faire du sport en portant ça. Une midsole en caoutchouc et un upper en tissu. Franchement, c'est le projet de science d'un gosse de 6ème. Niveau style, cette Converse a toujours divisé. Soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas plus clivant qu'une All-Star. Pour moi, elle est directement associée à l'histoire du rock. Quand je les vois, je pense directement à Kurt Cobain, Slash ou encore aux Ramones. Mick Jagger lui-même s'est marié avec des Converse aux pieds. Auquel de ces mariages? Je suis mauvaise langue, Mick Jagger ne s'est marié que 2 fois. L'homme aux 4000 femmes et aux 9 enfants ne s'est marié que 2 fois. Franchement, c'est beau. Si l'origine de la culture sneaker est évidemment associée au basketball et à la NBA, le tennis a aussi son mot à dire. Il représente à lui seul l'une des plus belles vitrines pour vendre des tennis. Tiens d'ailleurs, ça vient du basket et du tennis, et ça s'appelle basket et tennis. C'est le même enfant de 6ème qui a trouvé ça? Pour être clair, il s'agit de 2 anglicismes. Les anglo-saxons n'ont jamais appelé ça basket ou tennis. Mais sneaker qui vient du verbe to sneak, qui signifie se faufiler, se déplacer sans bruit. En fait, ça fait référence aux semelles en caoutchouc qui font nettement moins de bruit au sol que les chaussures de ville. Enfin, sur un parquet de basket, franchement, ça reste à voir. C'est comme dans les dessins animés où t'essaies de marcher sans faire de bruit, que le parquet grince, mais comme jamais, quoi. Pour faire simple, le thème tennis désigne une chaussure basse et basket une chaussure haute, même si ce dernier c'est un peu généralisé. Mais maintenant, sans trop savoir pourquoi, tout le monde semble s'être mis au pas pour appeler ça sneaker. C'est comme pour George Clooney, il a fallu qu'il se mette à vendre du café pour que tout le monde l'appelle George Clooney. Jim Carrey, tu sais ce qu'il te reste à faire. Now that's fresh mountain-grown coffee from the hills of Colombia. Patrick Swayze s'est fait appeler Patrick Swayze par les Français durant toute sa vie. Une fois mort, on l'a appelé Patrick Swayze. Du coup, Patrick Swayze, il est mort aussi ou... Bref, maintenant on appelle ça sneaker aussi, il faut vous y faire. Et c'est avec la Adidas. Robert Hellé, non je me trompe pas, c'est bien le premier nom de la Stan Smith. Robert Hellé l'a conçu, lui a donné son nom, mais comme il n'était pas assez bankable, Adidas l'a rebaptisé Stan Smith, tennisman bien plus en vogue. C'est franchement dégueulasse qu'a fait Adidas. Tu conçois quelque chose, tu lui donnes ton nom, on te le retire et quelqu'un d'autre se l'approprie. On se croirait dans une chanson de Balavoine. Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Le pauvre Robert, ça a dû lui faire le même effet qu'une femme de 40 ans qui voit son mari la quitter pour une minette de 20 ans de moins, qui n'a pas eu à porter ses gosses, qui n'a pas les seins en grande toilette, qui n'a pas de grande toilette du tout d'ailleurs. Franchement, qui a ça de nos jours? Qui a un grande toilette? C'est tellement désuet que bientôt on pourra même plus y faire référence quand on parlera de seins qui tombent. C'est donc avec la Stan Smith que se démocratise réellement la sneaker et devient un véritable phénomène de mode. C'est la première paire à être portée par le plus grand nombre en dehors d'une pratique sportive. Sa particularité, c'est ses 3 rangées perforées qui remplacent les 3 bandes et son système de protection du tendon d'Achille. C'est d'ailleurs l'une des seules fantaisies de la paire qui est extrêmement sobre. Celle que je possède est un peu différente, c'est la version Kermit. Bah ouais, on se refait pas les gars. Alors le verre est un peu différent. Alors là, j'ai Stan Smith sur la languette, mais sur l'autre, j'ai Kermit. Voilà, les trous perforés forment un K et on a l'écriture Kermit sur le talon. On poursuit avec la Superstar, alors elle ne déroge pas à la règle, sa fonction première était de chausser des sportifs, mais c'est avec le mouvement hip-hop et les b-boys qu'elle a connu un second élan. Celle-là, quand je la vois, je pense directement au groupe Run DMC, surtout si tu l'as fait matcher avec un survêt Adidas. D'ailleurs, eux la portaient sans les lacets en hommage à l'univers carcéral. C'est chaud quand même, ne pas les lacer, je veux bien, mais pas de lacets du tout. À le jour où tu portes des Superstars, vaut mieux éviter de te faire courser par un Doberman. Quand tu portes des Superstars, dans le doute, tu sais que tu t'arrêtes pas au stand de hot dog. C'est mort. Ouais, j'associe toujours les chiens aux saucisses, à cause de cette image qu'on a du chien, voilà, qui chourave une demi-douzaine de saucisses attachées les unes aux autres et qui se fait courser par le boucher. D'ailleurs, l'un des ressorts comiques que j'adore, c'est quand t'as sur le même plan le chien qui se fait courser par le boucher et au retour, le boucher qui se fait courser par le chien. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Run DMC était tellement fan de la marque qu'ils ont écrit une chanson intitulée My Adidas, véritable déclaration d'amour à la marque aux 3 bandes. Ils ont été imités 10 ans plus tard par le groupe Korn avec leur chanson Adidas, acronyme de All Day I'll Dream About Sex. Tous les jours, je rêve de sexe. C'est une autre façon de voir l'amour.
D'ailleurs, pour Run DMC, l'amour a un prix, parce que suite au succès de leur chanson et à la hausse des ventes plus que significative de la Superstar, le groupe a réclamé $1 million à Adidas pour publicité gratuite. Au final, Run DMC comme Korn ont fini par être sponsorisés par Adidas, comme quoi toutes les histoires d'amour ne finissent pas mal. La particularité de la Superstar, c'est la Shelto, sa toe box en caoutchouc en forme de coquillage. C'est clairement son signe distinctif. En préparant cette vidéo, j'ai appris que lorsqu'elle arborait un logo Adidas noir et doré, c'est qu'elle était de fabrication française. D'ailleurs, c'est même écrit la marque aux 3 bandes dessus en français. Donc on va vérifier. Made in Vietnam. Alors soit je me suis fait enfiler avec cette info, soit je me suis fait enfiler par mon magasin Adidas. Dans tous les cas, j'aime pas beaucoup ça. Je suis un petit peu... comment dire... désappointé. Allez, on passe enfin aux choses sérieuses. Côté Nike, j'aurais pu vous parler de la Dunk, de la Cortez, de la Blazer, de la Air Force ou encore de la Air Max. Mais pour moi, le must, c'est la Air Jordan 1. C'est le premier modèle signature de Michael Jordan. Je conseille d'ailleurs de regarder le film Air de Ben Affleck, disponible sur Prime. Le film raconte comment la marque au swoosh a su convaincre MJ et sa famille de signer pour la firme de Beaverton. Le film fait d'ailleurs volontairement l'amalgame, je pense, entre la Chicago et la Bred. C'est les deux coloris les plus iconiques, la Chicago en tête, mais l'histoire de la Bred a un accent plus hollywoodien. Les deux paires sont couleur des Bulls et ne respectent clairement pas la charte de la NBA qui stipule qu'une paire de baskets doit être composé à 51% de blanc. Le temps que ces deux modèles soient conçus, Michael Jordan portait des Airship, une blanche et rouge, pas de problème pour celle-là, et une noire et rouge, une black et red, une Bred, c'est la contraction des deux mots. Avec cette paire, le jeune Michael écopait d'une amende de $5 000 à chaque fois qu'il la portait sur un parquet. Nike payait les amendes et a décidé de se servir de cette expérience négative pour en faire un coup marketing à la sortie de la Jordan, la désignant comme la paire interdite, bannie des terrains de basket. La Bred est devenue un symbole de rébellion. Coup de génie de la part de la marque. Qui pourrait continuer à sanctionner un athlète noir parce qu'il a trop de couleurs? Cette histoire a définitivement installé cette paire dans la légende. Elle est juste parfaite pour moi, au point de ressentir le besoin d'en avoir plusieurs, au point de ressentir le besoin que ma copine ait sa propre paire, au point de ressentir le besoin que mon fils ait plusieurs tailles d'avance. J'ai toujours aimé les paires noires, rouges et blanches, mais là l'équilibre des couleurs, il est juste parfait. J'ai la 2009, alors elle est moins haute, et elle a le logo du Jumpman sur le talon. Alors ça, pour les puristes, c'est à fuir. Bien que le logo soit cool, mais il n'était pas sur la paire d'origine. Bah oui, le logo a été créé à partir d'une photo de Michael portant les Jordan, donc celle qu'il portait, bah, il pouvait pas avoir le logo. Enfin, il pouvait pas être ici et là-bas. Ici et là-bas. Vous aussi, vous avez eu la foudre! Attendez, regardez le toit de la voiture, on dirait un chou-fleur. J'ai aussi la 2016, donc bien plus fidèle à l'original. Voilà, le cuir est plus souple, donc plus agréable à porter. Et le shape de celle-là, pour moi, il est juste parfait, elle est super bien équilibrée. La Flyknit, sortie en 2017, alors celle-là, elle est constituée de fils entièrement tissés, vraiment en une seule pièce, qui en fait une paire super confortable. Franchement, c'est un vrai chausson. La Satin, sortie en 2023, alors celle-là, elle a un rouge vif, franchement, il crève la rétine. Avec celle-là au pied, t'es sûr de pas te faire faucher en traversant la route. Et la raison de cette vidéo, c'est cette version 2025, donc appelée 85, car elle est encore plus proche de l'original. Nike s'est soi-disant servi de modèle de 85 conservé dans leur archive pour concevoir celle-là. Et en fait, ils ont fait des scans des paires. Après, pour avoir vu des comparatifs, je me méfie quand même parce qu'elles m'ont l'air d'être un peu moins hautes que celles de 85. Après, j'imagine voilà, que 40 ans plus tard, on ne conçoit pas vraiment une paire de la même manière. En tout cas, aujourd'hui, c'est la version la plus proche du modèle de 85. Donc c'était impossible pour moi de passer à côté. Par contre, je trouve celle de 2016 plus belle et plus agréable à porter parce que voilà, le cuir de la 2025, franchement, il est plus dur que du pain rassis, quoi. Et c'est vrai qu'elle a un bon look bien rétro, voilà, elle est plus allongée, elle a un gros swoosh, voilà, elle est plus droite, hein, on voit clairement qu'elle est plus droite que la 2016. Mais voilà, je trouve que l'esthétique, elle est peut-être plus adaptée à notre époque, celle-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste une super paire, je suis super content de l'avoir parce que voilà, elle a quand même le bon look bien rétro, quoi. Voilà pour cette vidéo, alors c'était pas non plus mon top 5, déjà parce qu'on a vu que 4 paires. Mais voilà, parce que c'était plus une sélection des paires les plus iconiques, les plus grands classiques selon moi. Alors je précise bien que c'est un avis qui est subjectif, hein, parce que j'en vois bien s'énerver parce que j'ai pas parlé de la Air Force. En même temps, elle a une histoire qui est bien trop proche de la Superstar, enfin si vous voulez, je vous le fais. Hein. Donc la Air Force était destinée à des basketteurs à la base, elle a été récupérée par le mouvement hip-hop, et à des rappeurs qui ont fait une chanson dessus. Ça va aller, non? On en a déjà parlé de ce truc-là. Puis la Air Force, je sais pas, elle m'a jamais plu, j'en ai jamais eu, j'en ai même pas à vous présenter. Je sais pas, trop classique pour moi. C'est une fin que j'aime bien, ça. Je fais une vidéo où je parle des plus grands classiques, et il y a une paire qui est trop classique pour qu'elle soit dedans. Ça fait un peu le serpent qui se mord la queue. Non, le chien, le teckel qui se mord la saucisse. Du coup, le boucher, il court après qui? Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Ciao les gars.